Sur la planète entière depuis des siècles et jusqu'à aujourd'hui, on a produit du charbon de bois. Il a l'avantage de dégager bien plus de chaleur que le bois lui-même et les forêts ne manquent pas. Notre région a ainsi vu travailler dans ces bois des centaines de personnes qui en ont fabriqué. Tout un petit monde s'est ainsi activé sous les arbres, parfois venus de bien au-delà de nos frontières. Là, on avait ses techniques, ses rythmes de vie. Tout cela paraissait aux populations alentours un peu mystérieux, parfois même inquiétant. Aujourd'hui, il faut fouiller dans les coins des bois pour retrouver, avec un peu de chance, des traces de cette activité longtemps si importante. Pratiquement toutes les forêts de notre région ont été charbonnées à un moment ou à l'autre de notre histoire. Ça donne le vertige lorsque l'on, aujourd'hui, les travaux des anthracologues, des archéologues et autres montrent que sur certains secteurs des Préalpes, par exemple dans le secteur des Écouges, en Isère, ou en forêt de Soux, ou dans d'autres grands massifs forestiers de la région, on trouve des centaines et des centaines de charbonnières. Alors le problème, c'est la datation. La charbonnière peut être très très ancienne comme relativement contemporaine, puisque dans notre région, cette activité, dans sa dimension traditionnelle, a cessé dans les années 1960. Les derniers charbonniers en activité du Dauphiné, ils venaient de Calabre, en Italie du Sud, et ils ont travaillé en forêt de Chambaran jusqu'en 1975. On est au beau jour, dans une forêt du département de la Drôme. Le manteau neigeux vient de se retirer. Et à partir de là, les équipes de charbonniers vont occuper les lieux. Donc ce sont des travailleurs saisonniers. Au départ, ce sont des travailleurs qui peuvent être des autochtones. On pense à la pluriactivité rurale. On peut être un petit peu paysan, un petit peu charbonnier, un petit peu éleveur, cultivateur, artisan. Et le charbon de bois, c'est vraiment une ressource énergétique très très ancienne qui est présente dans les sociétés occidentales depuis la proto-histoire et attestée dans notre région depuis le monde antique. Mais c'est au Moyen-Âge, une société du bois, que le terme boisilleur, d'ailleurs, va être utilisé de manière récurrente pour désigner ces ruraux plus réactifs qui vont se livrer à la cuisson du charbon en forêt. Le charbon de bois, c'est une ressource énergétique qui est utilisée ainsi bien pour la réduction du minerai, dans la production de l'acier notamment. C'est une denrée qui est utilisée pour alimenter les fours, par exemple des boulangers, pour toutes les industries, les tuileries, les briqueteries. Donc fondamentalement, c'est une activité qui peut être à la fois utilitaire dans la vie quotidienne des populations locales, mais aussi comme commerce. Donc le charbonnier, c'est un personnage qui est très très présent dans les campagnes françaises, et particulièrement dans le domaine alpin, du Moyen-Âge à nos jours. La fabrique du charbon de bois, particulièrement durant l'âge d'or de la métallurgie dauphinoise, 18e, 19e siècle, fait qu'il y a des cohortes d'ouvriers forestiers qui travaillent dans les grands domaines boisés de la région. Et ces individus sont considérés comme des ouvriers nomades, et ils viennent, alors pas forcément du terroir villageois, ils peuvent venir d'autres régions des Alpes. Dans le massif du Vercors, par exemple, on a vu fréquemment au XVIIe, XVIIIe siècle, dans les grandes centrales métallurgiques, les usines à fer, des ouvriers qui venaient de la région du massif de Beldon, par exemple. Et puis, dans la seconde moitié du XIXe siècle, majoritairement, ces ouvriers charbonniers vont venir de la province de Bergame, en Italie du Nord, parce que dans cette région-là, qui est une région où traditionnellement on a fabriqué de l'acier, dans la région de Milan, Brescia, Bergame, il y a des charbonniers. Et ils vont venir proposer leurs services à partir de la seconde moitié du XIXe siècle dans tout le Dauphiné. D'autres
charbonniers vont venir, alors durant l'entre-deux-guerres en particulier, du Haut-Veneto, hein, ce sont encore des Alpins, et notamment de la vallée du fleuve Brenta, hein, c'est une grande vallée qui connecte les Alpes à la ville de Venise. Et les habitants de cette vallée-là sont aussi des spécialistes de l'exploitation de la forêt. Donc durant l'entre-deux-guerres, hein, des années 1920 à la Seconde Guerre mondiale, on trouve dans la région beaucoup de charbonniers qui viennent du Veneto. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, on voit majoritairement arriver dans notre région des Italiens du Sud. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une Europe privée de pétrole, hein, il faut trouver un carburant de substitution. Et donc, on va réinventer en quelque sorte le charbon de bois comme carburant national. Vont se livrer à cette activité des requis indo-chinois, hein, qui vont notamment travailler pour l'administration forestière en forêt de Lente, dans les monts du Matin, près de la Baume-Cornillane, mais également dans la région de Dieulfi. Mais aussi des républicains espagnols qui travaillent dans les groupements de travailleurs étrangers, donc au service de l'administration forestière. Et puis il y a également les chantiers de la jeunesse, hein, donc qui est une organisation mise en place par le régime de Vichy, donc en remplacement du service militaire. Et donc une des missions des chantiers de la jeunesse, c'est aussi la fabrication du charbon de bois dans des fours métalliques, hein, dont on retrouve la trace un petit peu partout en forêt. Ce sont des grands cercles de métal. Alors là, la cuisson du charbon de bois dans ces fours métalliques ne requiert pas des compétences techniques, mais c'est un charbon de bois de qualité moindre, médiocre pourrait-on dire, mais qui a l'avantage d'être produit de manière beaucoup plus rapide que la charbonnière dite traditionnelle, puisque dans les fours mécaniques, le charbon est cuit en 48 heures. L'impact est terrible sur le peuplement forestier de nos régions. On met en coupe réglée des centaines et des centaines d'hectares pendant la guerre. Il faut penser qu'on alimente en charbon de bois aussi les centrales énergétiques des grandes villes de la région. On va mettre en coupe réglée des bois taillés pour chauffer la ville de Saint-Étienne, chauffer la ville de Lyon, donc on réquisitionne des pans entiers de forêt. Et donc il y a des centaines d'individus qui vont se livrer à la cuisson du charbon de bois de manière industrielle en forêt. C'est Jean Emery, mais que tout le monde connaissait sous Jeannot. Jeannot, c'était un classe 3, qui à sa retraite, et même peut-être avant, je crois, il avait récupéré ses vieilles charbonnières sous la roche, je pense que c'était vers le pas de la Motte, qui les a installées ici et qui a fait du charbon de bois pendant au moins une dizaine d'années, jusqu'en 2004, puisqu'il est décédé en 2004 accidentellement. Et alors il en faisait quoi de son charbon de bois? Ça devenait quoi? Alors le charbon de bois, il le mettait, une fois qu'il était fabriqué, il le mettait dans un appareil pour mettre en sac. Et c'est ça qu'il les vendait à des particuliers qui souhaitaient à Pied-Gros ou dans d'autres communes, mais principalement dans des campings. Ces charbonnières, elles sont d'abord liées au temps. C'est-à-dire que l'énergie va être utilisée sous forme de gazogène et donc le charbon de bois devient un produit de base. La France, la République française avait puisé dans ses colonies et notamment auprès des Indochinois. Ces Indochinois se sont trouvés en France et n'ont plus été en mesure de retourner dans leur pays. Se sont trouvés en quelque sorte les bras ballants. Qu'allait-on faire de ces Indochinois qui ont été utilisés certainement à des fins de travaux publics et notamment pour le charbon de bois, ce qui a été le cas à la Baume-Cornillane. Ils pouvaient atteindre une centaine. Et ils étaient hébergés dans des baraquements dont un était
dans le quartier du Prieuré, donc ici même. Et ils montaient dans la Raille, puisque la Beaume est dominée par la montagne de la Raille. Ils avaient même installé deux câbles avec lesquels ils se reliaient avec leur lieu de travail. Et ils devaient abattre 1 mètre cube, 1 stère par jour. Et ils descendaient même avec leur filin. Et puis, arrivant au bout, eh bien, ils se lâchaient et il y avait un tas de fagots. Et, pof, joyeusement, ils se fracassaient dans les fagots. Il y avait une dizaine de ces cuves métalliques. Il en est resté une qui a demeuré comme une vieille ferraille à l'orée du cimetière du Prieuré, c'est-à-dire tout près des baraquements où ils étaient hébergés. Les Indochinois avaient la gentillesse de laisser des souvenirs, des objets qu'ils avaient confectionnés, en particulier au moment de leur fête, en particulier la fête du Tête qui a été célébrée dans cette commune. Ils distribuaient, ils avaient des lanternes, ils faisaient des objets en papier. Avec quel papier? C'est admirable parce qu'on est dans une période totalement de restriction et de pénurie. Et longtemps, m'a-t-il été dit, des lanternes en papier sont restées sur des armoires paysannes en souvenir des Indochinois, c'est tout ce qu'il en restait. Et aujourd'hui, ces lanternes, que sont-elles devenues? On est dans un environnement naturel, soumis éventuellement aux intempéries. Et donc, le charbonnier est quelqu'un qui connaît très très bien les éléments. C'est-à-dire qu'il, en fonction du vent, par exemple, aujourd'hui, effectivement, il y a un vent important, il va devoir maîtriser le feu, la cuisson, et donc être extrêmement attentif et surveiller sa charbonnière de nuit comme de jour. L'équipe charbonnière se relaie sur le chantier. Dans le cas des familles italiennes notamment, les enfants, l'épouse, toute l'équipe de charbonniers est active dans le chantier, sous la responsabilité du chef de chantier. Ça va cuire. Alors, la température de cuisson, elle est d'environ 350 degrés. Donc par irradiation lente, la charbonnière au début vomit des gaz épais, jaunâtres, très odorifères. Et puis au fur et à mesure de la cuisson, la fumée va devenir de plus en plus claire. Alors c'est là que le charbonnier est quelqu'un il est dépositaire d'un savoir technique extrêmement précis, fin. On ne s'improvise pas charbonnier, c'est des années d'apprentissage. Et donc il sait lire la fumée. Et au terme de la cuisson, il va pouvoir diagnostiquer l'état d'avancement de la cuisson et dire, tiens, la charbonnière, elle est prête. Donc progressivement, on va l'ouvrir. Alors là aussi, le moment de l'ouverture, c'est un moment un peu particulier. Il faut être très prudent parce que s'il y a du vent du sud, un vent important dans la région, il peut y avoir un risque d'incendie. Donc il faut vraiment être très très minutieux. On a fait des réserves d'eau. Donc là, on l'éventre. Et on met reposer le charbon de bois qu'on asperge d'eau instantanément pour éviter les risques d'incendie. Et ensuite, on procède à la mise en sac. C'est un travail très, très épuisant physiquement parce qu'il faut savoir manier la hache, il faut transporter le bois. Alors, ce sont des femmes et des hommes qui font ce travail-là ensemble. C'est un travail effectivement très, très difficile physiquement, qui rapporte pas forcément beaucoup de moyens. Donc, on a eu tendance alors, en particulier à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, à considérer que c'était un métier de gagne-misère. Mais durant l'époque moderne, il y a eu aussi des confréries de maîtres charbonniers qui avaient pignon sur rue, donc qui étaient des notables. Ce qui m'a été dit, c'est que la vie était peut-être moins matériellement installée que la nôtre, mais elle procurait d'autres satisfactions. Et les rapports au monde rural environnant étaient plutôt des rapports pacifiés. On travaille en complémentarité. Et donc il n'y a pas forcément d'ostracisme.
sauf dans certaines situations voilà, très particulières qui sont celles voilà, de crise économique des années 1930 par exemple, où effectivement on accuse l'Italien d'être le concurrent du travailleur national pendant la guerre effectivement, mais il y a eu aussi des solidarités et ça c'est important de le rappeler. Par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, le bûcheron, le charbonnier italien, il est là et il a aussi rendu beaucoup de services aux maquisards. Il connaît parfaitement la forêt, il connaît les cabanes, il connaît les sources. Et en particulier dans le massif du Vercors, on sait que parmi les maquisards, il y avait des intellectuels, il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément très outillées pour la vie en forêt. Les charbonniers les ont guidés, les ont prévenus, ont mis à disposition du matériel et ont servi aussi de paravent à des activités plutôt clandestines.